Brut menace la fille du gardien. Ils ignoraient que son beau-père est agent fédéral. Léa Dubois traversait les couloirs du lycée Saint-Exupéry comme un fantôme, espérant se fondre dans les casiers beiges et les affiches de motivation. Fanée qui proclamèrent des choses comme « vise les étoiles » et « chaque élève compte », des ironies cruelles qui ne lui échappèrent pas. À 16 ans, elle était petite pour son âge, à peine 1,50 m avec des cheveux châtains mi-longs qu'elle gardait tirés en une simple queue de cheval fixée par un élastique usé. Ses vêtements étaient toujours propres, mais clairement de seconde main, des pulls amples de friperie et des jeans usés qui pendaient sur sa silhouette mince, maintenue par une ceinture qui avait connu de meilleurs jours. Elle portait ses livres serrés contre sa poitrine comme une armure, les yeux sombres, fixés sur le sol devant ses pieds, guettant les fissures dans le linoléum qui pourraient la faire trébucher ou servir de métaphore à sa vie. La plupart des élèves de Saint-Exupéry ne connaissaient même pas son nom. Pour eux, elle était juste la fille du gardien, la fille dont le père Jean poussait un chariot de nettoyage dans ces mêmes couloirs chaque après-midi, vidant les poubelles et nettoyant les déversements laissés par des adolescents insouciants qui le considéraient comme un meuble plutôt qu'une personne. Léa était à Saint-Exupéry depuis 3 ans maintenant, depuis que sa mère, Sylvie, avait épousé son beau-père, Antoine, et qu'ils avaient déménagé de leur appartement exigu en ville à cette banlieue bourgeoise avec ses pelouses soignées et ses regards désapprobateurs. La transition avait été brutale, d'une école où tout le monde luttait à une où la lutte était considérée comme un défaut de caractère. Elle se sentait toujours comme une étrangère, prise entre des mondes auxquels elle n'appartenait. Pas tout à fait. Trop pauvre pour la banlieue, mais trop stable pour le centre-ville. Ce que personne ne savait, c'était qu'Antoine Moreau, l'homme discret qui venait chercher Léa à l'école tous les jours dans sa modeste Renault Clio, était un agent fédéral décoré de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Son insigne et son arme de service étaient enfermés à la maison dans un coffre-fort dissimulé derrière des photos de famille, soigneusement cachées de la vie de banlieue qu'il s'était construite avec Sylvie et Léa. Il avait spécifiquement demandé à garder sa vie professionnelle séparée après des années d'opérations d'infiltration et de missions dangereuses, voulant offrir à sa nouvelle famille la vie normale qu'elle méritait. Le stress de son travail lui avait coûté son premier mariage et avait presque détruit sa relation avec son fils biologique, des erreurs qu'il était déterminé à ne pas répéter. Léa comprenait ce besoin d'intimité. Elle avait vu les rides de stress autour des yeux d'Antoine quand il pensait que personne ne regardait, la façon dont sa mâchoire se serrait quand certaines nouvelles passaient à la télé, les cauchemars qui le réveillaient parfois au milieu de la nuit. Elle avait appris à lire les signes indiquant qu'une affaire tournait mal, quand le poids de ce qu'il avait vu pesait sur lui comme du plomb. Fais profil bas, termine fort, tire-toi, se rappelait Léa chaque matin. Juste 2 ans de plus jusqu'à l'obtention du bac. 2 ans de plus à être invisible, mais l'invisibilité, elle apprenait, était un luxe qu'elle ne pouvait pas toujours se permettre. Les ennuis ont commencé, comme souvent, à la cantine. Léa était assise seule à une table d'angle près des portes de la cuisine, mangeant méthodiquement son déjeuner fait maison, tout en lisant un roman de poche. La cantine bourdonnait de l'énergie typique des adolescents, rire, commérage, le cliquetis des plateaux en plastique et le grincement des baskets sur le linoléum. Tiens, regarde qui essaie de se cacher dans le coin encore une fois. L'estomac de Léa se noua en reconnaissant la voix. Chloé Garnier se tenait derrière, elle, flanquée de son équipe habituelle. Chloé était tout ce que Léa n'était pas, grande, blonde, sûre d'elle, portant des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que toute la garde-robe de Léa. Sa famille possédait la moitié des commerces de la ville, et elle ne laissait jamais personne l'oublier. Tu lis encore un de tes petits livres fantastiques, La fille du gardien? La voix de Chloé portait juste assez fort pour que les tables voisines entendent. Tu rêves d'être quelqu'un d'important? Léa garda les yeux sur son livre, mais les mots se brouillèrent. Elle pouvait sentir l'attention des autres élèves, se tourner vers eux comme des projecteurs. Je te parle. La main manucurée de Chloé claqua sur le livre de Léa, le fermant. C'est impoli d'ignorer les gens. À côté de Chloé, son petit ami, Maxime Lemaire, ricanait. Maxime était bâti, comme le joueur de rugby qu'il était, larges épaules, cou épais, des mains qui pouvaient tenir un ballon de basket. Sa veste de sport était ouverte, révélant un t-shirt de marque en dessous. Peut-être qu'elle ne peut pas nous entendre à cause du bruit de l'aspirateur de son père, dit-il, gagnant les rires de son petit public. La 3e membre de leur groupe, Justine Picard, gloussa sur commande. Justine était l'ombre de Chloé, toujours prête à la valider et jamais assez courageuse pour se tenir debout seule. « Sérieusement, Léa,
Tu sais que tu es censé manger avec les autres boursiers, non? Léa sentit la chaleur monter à ses joues. Ne réagis pas. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Elle rangea soigneusement son déjeuner dans son sac en papier brun, les mouvements délibérés et contrôlés. « Oh, regarde, elle s'en va », dit Chloé avec une fausse sympathie. « On a blessé tes sentiments? Tu vas aller pleurer chez papa? Oh, attends, il est probablement en train de nettoyer les toilettes en ce moment. » Léa se leva lentement, jetant son sac à dos sur son épaule. Alors qu'elle se tournait pour partir, le pied de Chloé se tendit, faisant trébucher Léa. Son sac à dos s'ouvrit, éparpillant des livres et des papiers sur le sol. La cantine éclata de rire et des caméras de téléphone apparurent comme par magie. « Ce n'est pas l'endroit », se dit Léa en s'agenouillant pour ramasser ses affaires. « Ce n'est pas le moment. » Elle pensa à la voix d'Antoine lors d'une de leurs séances d'entraînement du week-end. « Contrôle ton environnement, Léa. Choisis tes batailles avec sagesse. » Elle ramassa ses affaires en silence pendant que Chloé et ses amis continuèrent leurs commentaires. Aucun professeur n'intervint. Aucun élève n'aida. Léa avait appris à ne s'attendre ni à l'un ni à l'autre. Le harcèlement suivit un schéma prévisible au cours des semaines suivantes, s'intensifiant comme une campagne de guerre psychologique soigneusement orchestrée. Dans le couloir entre les cours, Maxime heurtait accidentellement Léa contre les casiers, en voyant ses livres voler de manière spectaculaire pendant que les professeurs détournèrent le regard. « Oups, je ne t'ai pas vue, fille fantôme », disait-il avec une fausse innocence, sa veste de sport le rendant encore plus imposant contre sa petite silhouette. « Peut-être que tu devrais mettre des lumières sur ce sac à dos pour que les gens puissent te voir arriver. » L'impact laissait des bleus sur ses épaules et son dos, des rappels violets de sa place dans la hiérarchie de l'école. En cours de sport, quand Léa était inévitablement choisie en dernier pour les équipes, une humiliation que le professeur Durand semblait apprécier d'orchestrer, Chloé murmurait des commentaires sur le poids mort et les cas de charité, juste assez fort, pour que tout le monde entende. « Je parie qu'elle ne peut même pas courir 1 kilomètre sans s'effondrer, » disait Chloé, examinant sa manucure parfaite. Son père ne peut probablement même pas se permettre de vraies chaussures de sport. Il était vrai que les baskets de Léa étaient usées et avaient été ressemblées 2 fois, mais elles étaient propres et fonctionnelles. Ce qui, pensait-elle, était ce qui comptait. Justine laissait des mots méchants dans le casier de Léa, non signés mais clairement de son écriture, des messages qui coupaient plus profondément que la violence physique. Tout le monde sait que tu n'as pas ta place ici. Tes vêtements sentent l'eau de Javel et le désespoir. Même ton propre père a honte de toi. Léa froissait ses notes et les jetait, mais les mots persistaient, résonnant dans son esprit pendant les moments de calme. Le pire n'était pas le harcèlement lui-même, c'était l'isolement qui l'accompagnait. Les autres élèves l'évitaient, ne voulant pas devenir des cibles eux-mêmes. Les professeurs détournaient le regard, soit ne voyant pas, soit ne se souciant pas assez d'intervenir. Léa commença à déjeuner dans des salles de classe vides, prenant des itinéraires plus longs entre les cours pour éviter les couloirs principaux. À la maison, elle cachait tout derrière des sourires prudents et une concentration sur ses devoirs. Sylvie travaillait en double vacation à l'hôpital et Léa ne voulait pas ajouter au stress de sa mère. Antoine était entre 2 missions, passant plus de temps à la maison, mais Léa avait appris à lire ses humeurs. Certains jours, il revenait du bureau avec une tension enroulée autour de lui comme un ressort. D'autres jours, il semblait plus léger, plus présent. Elle ne voulait pas l'accabler avec des drames de lycée, mais Antoine le remarqua quand même. Il le faisait toujours. « Tu as été silencieuse ces derniers temps, ma puce », dit-il un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le garage. Antoine avait converti un coin en une petite salle de sport, avec un sac de frappe, un sac de vitesse et des tapis pour la pratique de la lutte, des miroirs montés sur les murs pour vérifier la forme, et une collection d'équipements d'entraînement qui témoignaient d'années de dévouement à la forme physique. L'espace sentait le cuir, la sueur et la détermination. Ces séances avaient commencé comme des leçons d'autodéfense quand Léa avait 14 ans, peu après un incident où un étranger avait suivi Sylvie chez elle après le travail, mais elles avaient évolué en quelque chose de plus, une façon pour eux de se connecter et d'évacuer le stress, de maintenir les compétences qu'Antoine insistait pour que chaque femme ait dans un monde de plus en plus dangereux. Léa enroula soigneusement ses mains, le rituel aussi familier que la respiration, chaque tour de ruban précis et pratiqué. Le mouvement la calmait, l'ancrait dans le moment présent. Juste des trucs d'école, la pression de la terminale, les candidatures. À la fac, tu sais comment c'est. Antoine étudia son visage en tenant le sac de frappe stable, son œil entraîné captant des détails que d'autres manqueraient, la légère préférence pour son côté gauche, la façon dont elle évitait de croiser son regard directement, la tension dans ses épaules qui parlait de plus que du stress académique,
Des trucs d'école, hein? Le genre qui laisse des bleus sur ton épaule. La main de Léa vola inconsciemment à son épaule gauche, où la collision accidentelle de Maxime avec son casier avait laissé une marque violette. Elle avait pensé que son pull la couvrait complètement. « Ce n'est rien que je ne puisse gérer, dit-elle, lançant une série de coups de poing qui firent balancer le sac. « Je sais que tu peux le gérer, dit Antoine doucement. Ce n'est pas la question. La question est de savoir si tu devrais avoir à le faire. » Léa fit une pause, respirant fort. Antoine lui avait bien enseigné au cours des 2 dernières années. Elle était plus rapide qu'elle n'en avait l'air, plus forte que sa petite silhouette ne le suggérait, et elle avait absorbé ses leçons sur l'effet de levier, le timing et l'utilisation des attentes d'un adversaire contre lui. Elle pourrait probablement battre Maxime dans un combat équitable, et certainement gérer Chloé et Justine. Mais les combats équitables n'existaient pas dans les couloirs du lycée, et il y aurait des conséquences à se défendre qui allaient de bien au-delà de la retenue. « Mon travail rend ta vie différente, » dit Antoine, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je le sais, le besoin d'intimité, de garder certaines choses secrètes, cela met une pression supplémentaire sur toi. Mais cela ne signifie pas que tu dois accepter d'être le punching ball de qui que ce soit. 2 ans de plus, dit Léa, reprenant son travail de combinaison. Je peux gérer 2 ans de plus. Mais l'univers, semblait-il, avait d'autres plans. Le point de rupture est survenu un mardi de mars. Léa était en retard pour le cours de chimie, ayant passé plus de temps à la bibliothèque à travailler sur un document de recherche. Les couloirs étaient pour la plupart vides, alors qu'elle se précipitait vers l'aile scientifique, ses pas résonnant sur les sols polis que son père nettoyait chaque soir. Elle tourna au coin près du bureau principal et marcha droit dans un piège. Chloé, Maxime et Justine attendaient près de la vitrine à trophées, positionnée pour bloquer le couloir. L'estomac de Léa se serra, mais elle continua à marcher, espérant les dépasser sans incident. « Attends un peu, la fille du gardien, » dit Maxime, se plaçant directement sur son chemin. « Nous devons parler. Je vais être en retard pour le cours, » dit Léa doucement, essayant de le contourner. « Le cours peut attendre, » dit Chloé, se déplaçant pour bloquer l'autre voie d'évacuation de Léa. « Nous avons parlé, et nous pensons qu'il est temps que tu apprennes ta place ici. » Le pouls de Léa s'accéléra, mais sa voix resta stable. « Je veux juste aller en cours. Tu vois, c'est le problème, » dit Maxime, croisant les bras. « Tu penses que tu as ta place dans les mêmes cours que nous. Tu penses que tu mérites d'être ici. Ton père pousse un balai, » ajouta Justine, sa voix tranchante de cruauté. « Tu n'es ici que parce qu'ils ont pitié de toi. Ce qui signifie, » continua Chloé, se rapprochant, « que tu devrais être reconnaissante. Tu devrais être reconnaissante que nous reconnaissions même ton existence. » Les livres de Léa semblaient lourds dans ses bras. Le couloir s'étendait vide dans les 2 sens. Pas de témoin, pas d'échappatoire. « Je suis reconnaissante, » dit Léa prudemment. « J'apprécie de pouvoir aller à l'école ici. »« Vraiment ?» demanda Maxime, sa voix prenant un ton dangereux. « Parce que ces derniers temps, on dirait que tu penses être trop bien pour nous. Tu t'éloignes quand on essaie d'être amicaux. Tu nous ignores quand on te parle. Ce n'est pas « tais-toi », claqua Chloé. « C'est nous qui parlons maintenant. » Léa sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. C'était différent, plus ciblé, plus dangereux. « Voici ce qui va se passer, » dit Maxime, sortant son téléphone. « Tu vas te mettre à genoux et t'excuser, pour être ingrate, pour penser que tu as ta place ici, pour exister. Et nous allons filmer ça, » ajouta Justine avec un gloussement, « pour que tout le monde puisse voir ce qui arrive quand les gens oublient leur place. Ensuite, » termina Chloé, « tu vas changer d'école, trouver un endroit plus approprié pour ton statut socio-économique. » Les mains de Léa se serrèrent sur ses livres. « C'est ça, pensa-t-elle, c'est la limite. » Elle pouvait imaginer le visage déçu d'Antoine si elle reculait maintenant, pouvait entendre sa voix de leur séance d'entraînement. Il arrive un moment où courir n'est plus une option, où tu dois décider qui tu es vraiment. « Non, » dit Léa doucement. Le mot flotta dans l'air comme un défi. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Maxime, se rapprochant. « J'ai dit non. » La voix de Léa était plus forte maintenant. « Je ne vais pas me mettre à genoux pour vous. Je ne vais pas m'excuser d'exister. Et je ne vais certainement pas changer d'école. » Le visage de Chloé devint rouge. « Espèce de... Vous voulez savoir quelque chose de drôle ?» interrompit Léa, sa voix prenant un calme étrange. « Vous 3 passez tellement de temps à vous soucier de l'endroit où les gens appartiennent, de qui mérite quoi. Mais vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit de réel sur moi. Nous savons tout ce que nous avons besoin de savoir, » grogna Maxime. « Tu n'es personne. » Léa sourit alors, et ce n'était pas une expression agréable. « La fille de personne, hein? Juste la fille du gardien. » Elle posa soigneusement ses livres sur le sol, les mouvements précis et contrôlés. Quand elle se redressa, quelque chose avait changé dans sa posture.
Ses épaules étaient en arrière, sa position plus large, plus ancrée. « Vous voyez, c'est là que vous vous trompez, » dit Léa, sa voix portant un nouveau tranchant. « Jean Dubois est mon père biologique. Et oui, il est gardien. Mais c'est aussi l'un des hommes les plus gentils et les plus travailleurs que je connaisse. Et il m'a élevé pour ne jamais reculer devant les brutes. » Elle fit un pas en avant, et Maxime recula réellement. « Mais Jean n'est pas la seule figure paternelle dans ma vie, » continua Léa. « Mon beau-père, le type qui vient me chercher à l'école tous les jours dans cette Renault Clio ennuyeuse, il s'appelle Antoine Moreau. Peut-être devriez-vous vous renseigner sur lui un de ces jours. »« On se fiche de ton beau-père, » dit Chloé, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. « Vous devriez, » dit Léa, faisant un autre pas en avant. « Vous voyez, Antoine est un agent fédéral, DGSI, 22 ans de service, vétéran, décoré, tireur d'élite. Et il a passé les 2 dernières années à m'enseigner tout ce qu'il sait sur l'autodéfense. » La couleur quitta le visage de Justine. « Tu mens. Vraiment ?» demanda Léa. « Vous voulez tester cette théorie ?» Maxime essaya de reprendre le contrôle. « Tu ne peux pas nous combattre tous les 3. »« Je n'ai pas besoin de vous combattre tous les 3, » dit Léa, sa voix d'un calme mortel. « J'ai juste besoin de blesser l'un de vous assez gravement pour que les 2 autres s'en souviennent pour le reste de leur vie. » L'entraînement prit le dessus alors. Des années de séances de week-end, la mémoire musculaire, des techniques, répétées jusqu'à ce qu'elles soient instinctives. Léa bougea comme de l'eau, contournant la tentative de saisie maladroite de Maxime et enfonçant son coude dans son plexus solaire. Il se plia en 2, haletant. Justine cria et recula, sortant son téléphone. Léa se tourna vers elle, saisissant l'appareil et l'écrasant contre la vitrine à trophée en un seul mouvement fluide. « Oups !» dit Léa. « Les accidents arrivent. » Chloé se jeta en avant, les ongles tendus comme des griffes. Léa attrapa, son poignet le tordit et utilisa l'élan de Chloé pour la faire s'écraser contre les casiers. Le son résonna dans le couloir vide comme un coup de feu. Maxime se redressa, le visage rouge de colère et d'embarras. Espèce de folle, il ne termina jamais la phrase. Le genou de Léa trouva son estomac avec une précision chirurgicale, et il tomba à genoux, vomissant. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Léa se tenait au-dessus d'eux, ne respirant même pas fort. Autour d'eux, des élèves commencèrent à sortir des salles de classe, attirés par le bruit. Des téléphones apparurent, enregistrant les conséquences. « Voici ce qui va se passer, » dit Léa, sa voix portant clairement dans le couloir. « Vous allez me laisser tranquille. Vous allez laisser tous les autres enfants de cette école tranquilles. Parce que maintenant, vous savez de quoi je suis capable, et croyez-moi, c'était moi qui étais douce. » Elle ramassa ses livres, redressa son sac à dos et baissa les yeux sur Chloé, qui tenait son poignet et regardait avec un mélange de peur et d'incrédulité. « Oh, et Chloé, la prochaine fois que tu voudras faire des recherches sur la famille de quelqu'un, creuse peut-être un peu plus profondément. Tu pourrais apprendre quelque chose d'utile. » Léa s'éloigna alors, les laissant sur le sol entourés d'élèves, ébahis et de téléphones qui enregistraient. Elle avait chimie à suivre. À la fin de la journée, la vidéo était devenue virale dans toute l'école. Vram, fille du gardien, était en tendance sur toutes les plateformes de médias sociaux utilisées par les élèves de Saint-Exupéry. Mais le ton n'était pas celui que tout le monde attendait. Au lieu de la moquerie, Léa trouva le respect. Des élèves à qui elle n'avait jamais parlé lui firent un signe de tête dans les couloirs. Les élèves de première la regardèrent, avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Même certains des anciens amis de Chloé prirent leur distance avec la reine déchue. L'administration, confrontée à des preuves vidéo accablantes du harcèlement qui avait conduit à la confrontation, suspendit discrètement les 3 agresseurs pendant 1 semaine. Aucune accusation ne fut portée. La retenue de Léa avait été évidente pour tous ceux qui avaient regardé la vidéo, mais le vrai changement était plus subtil et plus durable. Léa déjeunait encore seule parfois, mais maintenant c'était par choix. Elle avait des options, des invitations d'enfants qui avaient auparavant été trop intimidés pour l'approcher. Elle aidait encore son père avec son travail parfois, mais maintenant, elle le faisait avec fierté, pas avec honte. Et Antoine? Antoine sourit simplement quand elle lui raconta tout cela au dîner. « Je suis fier de toi, ma puce, » dit-il simplement. « Tu as géré ça exactement comme il fallait. »« J'avais peur d'être allé trop loin, » admit Léa. « La violence devrait toujours être un dernier recours, » dit Antoine. « Mais quand quelqu'un te coince dans un coin, quand il menace non seulement toi mais ton droit d'exister paisiblement dans le monde, c'est là que tu leur montres exactement qui tu es. »« Et qui suis-je » demanda Léa. Antoine sourit. « Tu es la fille de Jean Dubois. Tu es la fille de Sylvie Moreau. Tu es ma fille. Et tu n'es la victime de personne. » 3 semaines plus tard, Chloé approcha Léa dans le couloir. Seule cette fois,
sans son entourage habituel. Elle avait l'air plus petite en quelque sorte, moins soignée. « Léa, dit-elle hésitante, est-ce que je peux te parler ?» Léa s'arrêta, curieuse. « À propos de quoi ? Je voulais m'excuser, dit Chloé, les mots sortant à la hâte. Pour tout, les noms, tout ça, c'était mal. » Léa étudia son ancienne bourreau. La popularité de Chloé s'était évaporée après la confrontation. Maxime avait changé d'école pour éviter l'humiliation. Justine déjeunait maintenant seule, un avant-goût de l'isolement qu'elle avait autrefois contribué à infliger aux autres. « Pourquoi ?» demanda Léa. « Pourquoi maintenant ?» Chloé baissa les yeux sur ses mains. « Parce que j'ai réalisé quelque chose. Tu aurais pu vraiment nous blesser ce jour-là. Genre, vraiment nous blesser. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as juste fait passer ton message. » Elle leva les yeux, rencontrant le regard de Léa. « J'aurais probablement essayé de te détruire si j'avais été à ta place. Mais tu n'es pas comme moi. » Léa considéra cela. « Non, je ne le suis pas. Mais tu n'es pas obligé d'être comme ça non plus. »« Je sais, dit Chloé doucement. J'essaie de comprendre comment être différente. Commence par ne pas faire en sorte que les autres se sentent petits pour te faire sentir grande, suggéra Léa. C'est incroyable à quel point le monde est plus beau quand tu ne regardes pas constamment les autres de haut. » Chloé hocha la tête et s'éloigna sans dire un mot de plus. Léa continua vers son prochain cours, pensant à la transformation et aux secondes chances. Elle pensa à son père, Jean, qui nettoyait ses couloirs avec dignité et fierté. À sa mère, Sylvie, qui travaillait en double vacation pour construire une vie meilleure pour leur famille. À Antoine, qui avait renoncé à ses missions à haut risque pour construire un foyer stable pour les personnes qu'il avait choisi d'aimer. Et elle pensa à elle-même, n'étant plus la fille invisible essayant de disparaître dans le fond, mais quelqu'un qui avait trouvé sa voie et sa force. Les couloirs du lycée Saint-Exupéry avaient l'air différents maintenant, plus lumineux en quelque sorte, plus pleins de possibilités. Léa Dubois les traversa la tête haute, les livres dans les bras et la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement qui elle était et de quoi elle était capable.